Chapitre 8. L'agréable intermède a pris fin. La montagne, la neige, les joyeuses parties, le ski, la luge, le patinage, tout cela est entré dans le domaine du passé. Que lui fait sa mère au retour est bien tel qu'elle le redoutait. Pas un reproche, pas un mot amer, mais pas la moindre question sur ce séjour en Suisse. Pour Madame Larmoisie, les 2 semaines qui viennent de s'écouler ont appartenu au père. C'est donc comme si sa fille, pendant ces 15 jours, avait cessé de vivre et revenait d'un autre monde, d'un monde où elle-même n'avait pas le droit de pénétrer. Son mutisme hostile arrête description, récit et confidence sur les lèvres de Monique. Madame Larmoisie n'a donc pas posé de questions, elle ne veut pas savoir, mais peut-être ne pas remarquer la bonne mine de la voyageuse, son teint hâlé, ses vives couleurs, l'animation du regard, tout ce bienfaisant effet de la montagne. Obligée de constater que Monique s'est bien trouvée physiquement de ce voyage, elle s'en dépite, puis s'assure que le physique n'est pas tout et qu'au moral, sa fille n'a rien pu gagner. Monique sent s'évanouir ses bonnes résolutions. Comment se montrer affectueuse, caressante lorsqu'elle a en face d'elle une personne méfiante, rétractée, dont la sensibilité maladive se pelotonne sur elle-même et n'offre au dehors qu'une carapace impénétrable. Encore moins peut-elle songer à présenter sa nouvelle amie. Mais Sabine n'est pas fille à atermoyer. Elle a pris rendez-vous une après-midi au Louvre avec Monique et la conférence achevée, elle l'accompagne jusqu'à la rue de Grenelle. Et maintenant, ma chérie, si vous le voulez bien, je vais monter faire une courte visite à Madame Larmoisie. Aujourd'hui? Tout de suite? Oui, pourquoi pas? Je n'ai déjà que trop tardé. Monique voudrait crier à son amie. Ne montez pas, je vous en prie. Mais ce serait montrer bien peu d'empressement à la recevoir, elle dit. Je crains que maman ne vous fasse un accueil très réservé. Elle traverse depuis mon retour une crise de misanthropie. Je ne me formaliserai de rien puisque je sais avoir affaire à une malade. Si elle allait vous dire quelque chose de blessant, j'en serais tellement désolée. Ne vous tourmentez pas, ma pauvre Monique. Je ne suis pas susceptible et puis j'ai l'habitude. Dans mes visites aux parents de mes petites, vous devinez qu'il m'arrive d'être reçue comme un caniche dans une robe de dentelle. Ici, étant donné la bonne éducation de votre chère maman, je n'ai à redouter rien de semblable. Souriante et décidée, Sabine s'est engagée dans l'escalier. Quand Monique, introduisant son amie au salon, se trouve en face de sa mère absolument figée, elle ne peut que balbutier. Maman, je vous présente mon amie Sabine Raquette. Hardiment, Sabine prend la parole et avec son plus charmant sourire. Vous voudrez bien, madame, excuser mon indiscrétion. Je sais combien Monique vous aime et j'avais hâte de faire votre connaissance pour vous aimer aussi. Pardon, madame ou mademoiselle, mais l'amitié que vous m'annoncez me surprend. J'ignorais vos rapports avec ma fille. Monique blêmit, Sabine ne se laisse pas intimider. Mon frère est l'ami intime de votre fils Michel, précise-t-elle. Moi-même, j'ai rencontré Monique boulevard de Courcelles. Puis nous nous sommes trouvés ensemble à la montagne et nous avons très vite éprouvé l'une pour l'autre une grande sympathie. Aujourd'hui, on se lit très vite, remarque Madame Larmoisie sans aménité. J'espère que lorsque vous me connaîtrez mieux, madame, vous ne jugerez pas trop mauvais le choix de Monique. Il est probable, mademoiselle, que je ne pourrai jamais vous connaître bien intimement, car, étant donné ma lamentable situation, je me suis fait une règle d'ignorer les agissements et les relations de ma fille quand elle est chez son père. Vous voudrez bien, madame, faire exception pour moi et permettre que je reste l'amie de Monique lorsqu'elle est chez vous. Je regrette de devoir vous faire une réponse si peu aimable, mademoiselle, mais si vous désirez voir Monique chez moi, il vous faudrait renoncer à la voir chez son père, et je ne me crois pas en droit d'exiger ce sacrifice. Sabine rougit. Chez Monsieur Larmoisie, il y a Michel. Ne plus aller boulevard de Courcelles, ce serait renoncer à toute rencontre. Elle explique. Mon père est en relation avec Monsieur Larmoisie et n'admettrait pas que je refuse de l'accompagner. Dans ces conditions, il semble préférable, mademoiselle, que vous voyiez ma fille uniquement chez son père. C'est un congé en bonne et due forme. Sabine ne veut pas partir sur cette défaite. Je n'en désire pas moins très vivement, madame, que vous approuviez cette amitié que Monique a pour moi, et puisque vous ne pouviez me recevoir, je vous demande la permission de la fréquenter hors de chez vous. Monique est majeure, elle est libre de fréquenter, bon lui sent. J'aimerais vous entendre dire que ces relations avec moi ne vous déplaisent pas. Le ton de Sabine est si aimable que Madame Larmoisie esquisse l'ombre d'un sourire. Vous êtes très franche, très loyale, mademoiselle, ce sont là de grandes qualités que j'apprécie.
Vous ne trouverez donc pas mauvais que nous nous rencontrions parfois dans nos heures de loisirs, ou même qu'elle vienne chez moi prendre une tasse de thé. Je vous répète, mademoiselle, que ma fille est majeure. Toute majeure qu'elle soit, vous savez bien, madame, qu'elle ne voudrait pas, dans cet ordre d'idées, faire quelque chose qui vous déplaise. J'aimerais le croire, mais j'en doute. Oh, maman, proteste Monique, d'un ton si douloureux que Marie-Hélène a conscience de son injustice et en éprouve un vague remords. Maintenant qu'elle a sauvé le principe, ne peut-elle montrer un peu moins de raideur à l'ami de sa fille? Son ton se radoucit pour dire « Je suis très sensible à la demande que vous faites aujourd'hui, mademoiselle. Ce n'est ni votre faute ni la mienne si je ne puis répondre à votre désir et à celui de ma fille. La vie, vous l'apprendrez trop vite, est faite de contradictions et d'obstacles. » Sabine a senti la légère détente et s'en réjouit. « Je l'ai déjà appris à mes dépens, reconnaît-elle. Puis avec un train, elle ajoute. Cependant, ces obstacles, si pénibles qu'ils nous paraissent, n'ont-ils pas leur utilité? Ce sont eux qui stimulent l'activité. » Madame Larmoisie regarde surprise cette jeune intrépide. Elle observe. « Vous appartenez à une génération bien différente de la mienne. Nous, jeunes filles, nous aspirons qu'à une vie facile. Nous n'étions pas taillées pour la bataille. » Lorsqu'un quart d'heure plus tard, Sabine se fut retirée, Monique s'approcha de sa mère. « Maman, dites-moi qu'elle vous plaît, que j'ai bien fait de la choisir pour amie. » Mais la susceptibilité de Madame Larmoisie s'était déjà réveillée, justement parce que Sabine lui semblait sérieuse et charmante. Elle s'en voulait de ne pas lui avoir fait un meilleur accueil, et en voulant à sa fille de cette présentation ex abrupto, elle avait conscience de s'être montrée presque impolie. Une telle manière d'agir avec sa mère n'est pas convenable. Tu ne devrais pas m'amener cette jeune fille avant de m'avoir parlé d'elle et de t'être assuré que la visite m'agréerait. Tu as préféré me prendre par surprise pour me forcer en quelque sorte la main. Tant pis si ton amie a été blessée de ma froideur. » Monique s'excusa de son mieux et se défendit d'avoir rien prémédité. Elle avait été prise de court lorsque Sabine, tout à l'heure, lui avait exprimé le désir si naturel d'être présentée à sa mère. Pouvait-elle lui interdire de monter? « Cette jeune fille peut posséder de grandes qualités, » conclut avec raideur Madame Larmoisie. « Tu me l'assures, je te crois. Elle n'en a pas moins des façons un peu cavalières. » Chapitre 9. « Dis donc, Michel, nous sortons ce soir ?» Le jeune homme ne répondit pas immédiatement. « Je voudrais voir le dernier film de Guitry, » poursuivit le père. « Si tu n'y vois pas d'inconvénient, papa, tu iras tout seul. J'ai à travailler. » « Tu commences à m'ennuyer avec ton travail. Je ne te vois plus que le nez dans tes bouquins. Le repas n'est pas achevé que tu me plantes là et va t'enfermer dans ta chambre. Ce n'est pas drôle pour moi, tu sais, parce que je suis à 8 jours de mon dernier examen. Je ne voudrais pas le rater. Après, je serai tout à toi. » Tout à toi, hein. C'est une façon de parler, en tout cas, pas pour longtemps. Je connais mon garçon, s'il est si ardent à l'étude, c'est qu'il a ses projets, des projets où l'on ne prend guère en considération le sort du pauvre papa. Rien à dire. La vie est comme cela. Les parents s'escriment à fortifier les ailes des petits pour que les petits s'envolent ailleurs et à chaque génération, la même du prix se renouvelle. Nos petits-enfants nous vengent de nos enfants, sans profit pour nous, les vieux enfin, nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, je suis censée jouir de toi, j'aurais mauvaise grâce à me plaindre. Il est vrai que, soucieux de me donner un avant-goût de l'avenir, tu m'apprends à me passer de toi. En conscience, papa, tu n'as pas besoin pour t'amuser au spectacle, de me sentir sur le fauteuil à côté de toi, tandis que moi, j'ai besoin de piocher mon droit avant l'examen. De mes examens dépend mon avenir, on sait. Et je suis d'âge à me préoccuper de cet avenir. Tu t'en préoccupais moins il y a quelques années. Oui, reconnut Michel aussi, me faut-il aujourd'hui racheter cette longue paresse? Dans ce temps-là, le remarqua-t-il, Guillemot, tu ne te plaignais pas de me voir le nez dans mes bouquins. Je me plaignais plutôt de te voir un peu trop souvent la cigarette au bec et les yeux au plafond. Et parce que j'ai fait effort pour te donner satisfaction, tu me blâmes à présent. Oh, mon petit, je ne me fais pas la moindre illusion. S'il ne s'était agi que de donner satisfaction à ton père, tu en serais encore au zéro pointé. Seulement certaines personnes apparues dans ton horizon, intelligentes et travailleuses, dont les beaux yeux, par chance, ne t'ont pas laissé insensible. Alors pour n'avoir pas à rougir devant sa jeune érudition,
tu as pris la peine d'ouvrir tes livres. Et parce que tu as compris qu'avant de se mettre en ménage, il faut se créer une situation et qu'une situation ne se trouve guère sans diplôme, tu t'es mise à piocher ferme. Tout ceci est fort bon, mais je ne vois pas que moi j'ai à te dire merci. Michel sourit. Préfères-tu un fils flâneur, coureur, dépensier ? Il y aurait le juste milieu, bref, veux-tu ou ne veux-tu pas sortir ce soir ? Je préfère consacrer cette dernière semaine à ma préparation. Crois-tu qu'une soirée de plus de travail t'avancera beaucoup ? Tu es prêt ou tu ne l'es pas ? Je pense l'être. On s'imagine toujours l'être, c'est à l'épreuve qu'on s'aperçoit de ses points faibles. Naturellement, si donc tu échoues, ne te mordras-tu pas les doigts d'avoir mené ces temps-ci une existence de bénédictin ? On croirait, papa, que tu souhaites un échec. Da, mon garçon, un échec serait pour moi tout boni 3 mois de gagné. 3 mois de plus où je serai à ta charge avec les inscriptions et le reste. Ça me regarde. Allons, un bon mouvement, Michel. Voyons, papa, sois raisonnable. Monsieur Larmoisier releva plaisamment. C'est le rôle des pères de faire appel à la raison de leur fils. Chez nous, le monde est renversé. La raison remonte. Pas drôle pour moi. Ainsi, tu refuses de m'accompagner ? Michel secoua affirmativement la tête. Tant pis. Voilà ce que c'est que d'être un père trop accommodant qui n'a jamais su imposer sa volonté. Quand on aura fait le noir et le silence dans la salle, dit Michel, consolateur, t'apercevras-tu seulement que je ne suis pas à côté de toi. Assise devant son bureau, Sabine s'absorbe dans les additions pour achever les comptes du mois. Le coup de timbre qui résonne à la porte d'entrée la surprend. Ce n'est plus l'heure des visites. Monsieur Raquette aurait-il fait quelques invitations pour le dîner ? Elle a un sourire agréablement surpris en voyant apparaître Michel Larmoisier. Vous, Michel ? Il a l'air radieux. Pardonnez-moi d'arriver à cette heure indue, mais je n'ai pas voulu attendre à demain pour vous annoncer la bonne nouvelle. Elle devine immédiatement. Votre examen ? Quel bonheur ! Elle lui a pris les mains et les serre avec effusion. Je vous dois cet heureux résultat, Sabine. À moi ? Comment cela ? N'est-ce pas à cause de vous que j'ai travaillé ? Et puis avouez-le, vous avez un peu prié pour moi. Elle sourit. L'examen termine vos études, si j'ai bien compris. Oui, dit-il, fini ma vie d'écolier. Mais voici au seuil de ma vie d'homme. Qu'allez-vous faire à présent, Michel ? Il y aura la voie qui s'ouvre devant moi. À une époque où la recherche d'une situation est pour tant d'autres un difficile problème, je serais trop sot de ne pas profiter de ma chance. Le 1er du mois prochain, j'entre à la compagnie d'assurance de mon père. Sabine approuve de la tête. Mais, continue-t-il, on me donne à choisir entre 2 emplois. Avant de me décider, je voulais avoir votre avis. Mon avis est que vous preniez celui qui répond le mieux à vos goûts. L'un me retient à Paris, l'autre m'appelle en Provence. Ce dernier, on ne me l'a pas caché, faciliterait par la suite mon avancement. D'autre part, il m'oblige à quitter Paris. Je comprends votre hésitation. Conseillez-moi, Sabine. Je n'ai pas qualité pour cela, mon pauvre ami. Je ne veux pas partager la responsabilité d'un choix qui, ou bien nuira à votre avancement, ou bien vous éloignera de votre père. Vous devinez bien, Sabine. Pourquoi je vous consulte ce soir ? Je me trouve à un carrefour, mais dans la voie que je prendrai, j'ai le grand désir de ne pas cheminer seul. Et parce que j'espère que vous accepterez d'être dans l'avenir mon inséparable compagne, je viens vous demander de m'aider à choisir le chemin où nous marcherons tous les deux côte à côte. Il lui a pris la main et il sent que cette main tremble un peu dans la sienne. Elle répond en souriant avec une pointe d'émotion. La question est bien différente en ce cas. Sabine n'affecte pas la surprise. Depuis longtemps, elle a démêlé dans les sentiments que Michel lui témoigne quelque chose de plus tendre, de plus exclusif que la camaraderie ou l'amitié. Et quand il est entré tout à l'heure, elle a eu l'intuition qu'il allait parler. Mais sa demande la prend un peu au dépourvu. Si elle a su lire dans le cœur de Michel, elle n'a pas aussi bien lu dans le sien. Peut-être n'a-t-elle pas eu le temps de s'interroger. Elle est certaine d'éprouver pour lui une grande sympathie. Cela suffit-il pour s'embarquer dans la vie avec lui ? Et puis, est-ce au mariage qu'elle est destinée ? Présentement, elle s'occupe d'œuvres et au logis, elle remplace sa mère. A-t-elle le droit d'abandonner ses devoirs actuels pour en assumer d'autres ? Autant de points d'interrogation auxquels elle ne saurait répondre en un instant. Je suis profondément touchée, mon petit Michel, oui, et heureuse. Seulement la décision à prendre est grave. Notre avenir à tous deux en dépend. Avenir moral, avenir matériel, elle ne saurait donc être tranchée à l'étourdi. Voulez-vous m'accorder quelques jours de réflexion ?
Michel, qui avait rêvé d'un assentiment immédiat, cache mal sa déception. « Mon affection vous est acquise, Michel, vous le savez bien, assure-t-elle doucement. La seule question est de savoir si je puis disposer de moi-même. Je comprends, lance-t-il un peu âprement, vous me mettez en balance avec vos scouts. » Elle rit joyeusement. « Êtes-vous assez jaloux de mes pauvres guides, Michel ? Pour l'amour de moi, vous devriez cependant les aimer, ces petites, car je leur suis très attachée. Néanmoins, rien ne me lie à elles. Ce qui me retiendrait davantage, et vous le comprendrez, c'est la perspective d'abandonner mon père et Jean. Monsieur Raquette, tel que je le connais, n'admettrait pas que vous lui sacrifiez votre avenir. Et puis vous ne le laisseriez pas seul, Jean est encore là. Selon toute probabilité, Jean ne peut tarder à se marier. Pourquoi s'inquiéter d'avance de l'avenir ? Il ne s'agit encore aujourd'hui que de fiançailles. Je me flattais que vous couronneriez mon succès par cette grande joie. Soir, Michel, je vous donne la certitude que mon cœur ne sera jamais à un autre que vous. N'est-ce pas déjà quelque chose ? C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Je dois naturellement instruire mon père de votre démarche. Parlez-lui, tout de suite. Et puis, Michel, vous le savez, chacun de nous a sur terre sa mission providentielle à remplir. Il importe donc de bien s'orienter au carrefour, de prendre la bonne voie, celle où Dieu nous veut. Il la regarde avec une sorte d'épouvante. Feriez-vous découvrir une vocation religieuse ? Sabine sourit gaiement. Rassurez-vous, Michel, je ne me suis jamais sentie attirée vers le couvent. Je ne sais pas si je ferai une très bonne épouse, mais je sens que je ferai une très mauvaise religieuse. Chapitre 10. Madame Larmoisie inspecta avant de l'ouvrir la lettre qui venait de lui être remise. L'écriture si plaisante qu'elle fut ne lui était pas connue et elle fronça les sourcils. Tout imprévu lui faisait peur. L'enveloppe déchirée, elle lut. « Madame, votre cher fils et moi, nous nous aimons. Il m'a demandé il y a 8 jours d'unir ma vie à la sienne. Après avoir réfléchi et prié, j'accepte avec joie. Je tiens à vous assurer, dès aujourd'hui, que vous trouverez en moi une fille affectueuse et dévouée. Je vous demande de vouloir bien me réserver dans votre cœur une place à côté de Michel et de Monique. Pour célébrer nos fiançailles, mon père donne, mercredi prochain, un dîner intime où seront réunies nos 2 familles. Il espère que vous voudrez bien lui faire l'honneur d'y assister ainsi que Monique. Notre joie ne serait pas complète si vous étiez absente. Je joins donc mes instances à celles de mon père pour vous prier de venir mercredi. J'espère une bonne réponse et vous prie d'agréer, madame, l'expression de mon affectueux respect. Sabine Raquette. Madame Larmoisie avait blêmi. Sa susceptibilité était à vif. Blessée partout, Michel se mariait sans qu'elle eût été consultée. Ce n'était même pas lui, c'était cette jeune fille qui lui annonçait les fiançailles. Que savait-elle de la famille qui allait ainsi s'allier à la sienne ? La lettre de mademoiselle Raquette exprimait des sentiments convenables, mais à quel milieu appartenaient ces gens ? Quels étaient leurs principes ? Quelle était leur situation sociale, leur situation de fortune ? Michel terminait à peine ses études et avant même d'avoir un emploi voulait se mettre en ménage. Folie pure. Est-ce que Gaston Larmoisie n'aurait pas dû empêcher son fils de commettre une pareille sottise ? Mais comment faire fond sur la sagesse d'un tel père ? Elle comprenait maintenant pourquoi l'ami de Monique s'était montré si pressé de lui être présenté, s'était mise en frais pour lui plaire. La bonne grâce et l'amabilité déployées le jour de leur unique entrevue et qui, sur le moment, en dépit d'elle-même, l'avaient touchée, prônaient aujourd'hui à ses yeux figure d'habile manœuvre. Ayant dévisé sur Michel, Sabine avait tenté la conquête de sa future belle-mère. Elle n'avait guère réussi, Madame Larmoisie la jugeait sans bienveillance et la plaçait dans la catégorie de ces jeunes filles modernes, décidées, audacieuses, qui, justement, lui étaient si antipathiques. Comme elle se félicitait aujourd'hui d'avoir tenu bon et de lui avoir refusé ses entrées rue de Grenelle. Ainsi n'était-elle en rien responsable de l'union qui se préparait. Union qui tournerait mal, c'était trop facile à prévoir. Hélas, sa désapprobation n'empêcherait rien, même si elle lui donnait la forme d'une véritable opposition. Drôle de temps, drôle de législation qui désarme les parents et laisse les jeunes libres de commettre les pires erreurs. Si la fiancée de Michel avait un temps, soit peu de tact, insisterait-elle pour les avoir, elle et Monique, à ce dîner ? Gaston Larmoisie y serait invité fatalement et se garderait de manquer une
occasion de s'amuser. Dès lors était-ce sa place à elle? Allait-on la mettre en face de cet homme? Pourquoi pas à côté de lui? Mademoiselle Raquette se flattait-elle quand l'honneur de son mariage, une épouse bafouée comme elle l'avait été, accepterait de se réconcilier avec l'homme qui l'avait offensée? C'était faire bon marché de ses légitimes griefs. Et déjà cédant aux suggestions de sa susceptibilité, Madame Larmoisie avait pris la plume. Mademoiselle, mon fils est majeur et peut disposer de lui-même. Je ne croyais pas qu'il fût en situation de se mettre en ménage. Vous m'apprenez qu'il s'y dispose néanmoins. Je vous remercie de m'en prévenir. Vous vous expliquerez que je m'étonne de n'en avoir pas été avisé déjà et par une autre source. Je vous adresse tous mes meilleurs vœux. Veuillez remercier monsieur votre père de son invitation. Il ne se formalisera pas si je la décline. La seule idée de renouer le père de Michel me rend malade. J'ai la pudeur de certaines souffrances et juge inconvenant de donner à autrui le spectacle de nos dissentiments familiaux. Mercredi prochain, vous aurez monsieur Larmoisie, vous ne pourrez donc nous avoir. Avec mes regrets, je vous prie de recevoir, mademoiselle, l'expression de mes meilleurs sentiments. Marie-Hélène Fauberg Larmoisie. La réponse est partie. Sitôt rédigée, Madame Larmoisie est descendue la jeter à la boîte postale. Il est midi. Elle prépare le déjeuner. Tout à l'heure, Monique reviendra de son cours. On sonne. C'est Michel. Marie-Hélène aime son fils. Quand il était petit, elle l'a soigné avec amour et peut-être était-il son préféré, mais à l'heure de la séparation, il a bien fallu se partager les enfants. Monique, toute jeune, réclamant encore les soins maternels, lui a été attribué. Le père gardait Michel. Depuis lors, par le fait de l'éloignement, ce fils lui est devenu presque un étranger. Lorsqu'il vient la voir, tous les 15 jours, régulièrement, il le sent gêné, réticent, sans se rendre compte que sa propre froideur le glace. Aussi ignore-t-elle ses sentiments profonds, ses goûts, l'orientation de son esprit. Ce qu'elle a pu constater seulement, c'est sa ressemblance physique que le temps n'a fait qu'accentuer avec monsieur Larmoisie. Et bien qu'elle s'en défende, ses cheveux au crépelet, ses yeux noirs, cette taille médiocre et qui semble promise à l'obésité, cette allure générale de méridionale lui cause une imperceptible répulsion, vite étouffée par la joie qu'elle a quand même d'embrasser son enfant. Aujourd'hui, une sourde irritation la possède qui exaspère encore l'expression joyeuse qu'elle lit au premier regard sur le visage du jeune homme. « Toi, Michel, quelle surprise! Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, maman, je suis fiancée. L'annonce arrive un peu tard. Vous savez déjà? Mademoiselle Raquette t'a dévancé. » Il rit un peu gêné. « Ne m'en veuillez pas, maman, il y a là une simple étourderie de ma part. Nous nous sommes fiancés hier soir. Sabine a tenu à vous écrire tout de suite un mot affectueux, mais pour me laisser comme il convenait la primeur de l'annonce, elle m'a confié la lettre que je ne devais poster qu'en venant ici. Distraitement, j'ai glissé dans la première boîte que j'ai rencontrée l'enveloppe que je tenais à la main. Peu importe, te voilà donc fiancée. Oui, maman, et très heureux de l'être. Sur à peine des bancs du collège. J'ai 24 ans sonné. Je sais aucune situation. J'entre dans 8 jours au contentieux de la compagnie. Tant que la chose n'est pas faite, tu ignores le chiffre de tes émoulements. Il eût été plus sage de ne pas l'engager. Peut-être, mais voyez-vous, la vie serait bien interne s'il fallait toujours consulter la sagesse. Et j'aime tant Sabine. Du moment que ton père l'autorise, moi je n'ai plus rien à dire. Mais si, maman, car je tiens à ce que votre future belle-fille vous plaise, n'est-ce pas un peu tard pour t'en assurer? Sabine a tant de qualités que vous l'apprécierez vite. Et puis maman, vous êtes bonne et vous m'aimez. Il faut que vous l'aimiez aussi pour que je sois parfaitement heureux. Oh, c'est un jeu l'heure de Michel. Le visage de Madame Larmoisie se détend et s'éclaire d'un demi-sourire. Vous comprenez, maman, quand j'aurai mon foyer, que je serai chez moi, je vous verrai beaucoup plus. Je ne serai plus à vos yeux le fils de mon père, mais le mari de ma femme, et sans doute aussi le père de vos petits-enfants. Allons, maman, n'écoutez que votre cœur et embrassez-moi et félicitez-moi. » Avec un vrai sourire cette fois, un sourire qui rend bien agréable cette figure si souvent sombre et tourmentée, elle répond par un baiser à la câline étreinte de Michel. « Quant à te féliciter, j'attends de savoir s'il y a vraiment lieu. » Mais sûrement. Ah, mon pauvre ami, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 99 fois sur 100, le mariage est une mauvaise opération. Moi, j'ai tiré le bon numéro.
On se l'imagine toujours. Ce n'est qu'après coup qu'on en peut juger pertinemment. Quelle est la profession du père? Monsieur Raquette est commissionnaire en marchandises avec l'Amérique. Sur quel pied vit-on chez lui? Il habite un assez grand appartement, très bien meublé, rue de Monceau. La jeune fille a-t-elle été élevée? Dans un grand cours parisien, elle a des diplômes à foison. Les parchemins ne suffisent pas à faire bouillir la marmite. Quel est son apport? Monsieur Raquette préfère servir à sa fille une rente annuelle. Pas très sûr cela, Michel, méfie-toi. Si le père ne fait pas de bénéfices, la rente disparaît. Sabine possède du chef de sa mère en indivision avec son frère un petit immeuble parisien. N'oubliez pas aussi qu'avec ces diplômes, si je venais à manquer ou si la fortune nous abandonnait, Sabine pourrait se créer une situation. Oui, en théorie, en pratique c'est autre chose. J'ajoute que ma fiancée est très entendue aux choses du ménage puisque c'est elle qui tient la maison de son père. Elle n'avait que 16 ans à la mort de sa mère. De quoi est-elle morte, sa mère? Une grippe infectieuse, rien de transmissible. Sabine est une belle fille vigoureuse, fortifiée par la pratique des sports, pleine d'initiatives, débrouillarde, bonne et dévouée, ne pensant qu'aux autres. Elle est pieuse, ouverte et ne sait ce que c'est perdre une minute. Madame Larmoisie secoue la tête. Entendre cette jeune fille serait parfaite, or je ne crois guère à la perfection. Quels sont ses défauts? Je ne lui en connais pas. Aux yeux des amoureux, les pires défauts prennent un air de qualité. Enfin, c'est de ton âge. Tes illusions s'en iront toujours aussi vite. Bon, je suis venue vous demander une chose. Laquelle? D'abord, je désirerais vous amener Sabine pour que vous fassiez avec elle plus ample connaissance. Quand tu voudras qu'elle vienne goûter ici un jour avec toi, je ne puis songer à l'inviter pour un repas n'ayant personne à mon service. Un goûter sera très bien. Voulez-vous demain? Demain, soit. Et puis mercredi, Monsieur Raquette offre à nos deux familles un dîner de fiançailles. Je vous supplie d'accepter cette invitation. Le visage de Madame Larmoisie s'est contracté. La présence de ton père prend la mienne impossible. J'ai déjà répondu dans ce sens à Mademoiselle Raquette. Maman, je vous en prie. Non, riposte-t-elle sèchement. Ne laissez pas passer cette occasion de vous retrouver en face de mon père. Je ne vous demande pas de reprendre la vie commune. Il ne manquerait plus que cela. Seulement de vous résigner à le rencontrer quelquefois. Jamais. Comprenez, maman, combien par cette intransigeance vous compliquez ma situation. Ne pourrais-je présenter mercredi à ma future belle-famille que mon père ou que ma mère? Quelle raison donner d'une absence si anormale? La seule qui soit vraie, notre mésentente. Le jour de mon mariage, cependant, il faudrait bien que vous soyez là, l'un et l'autre. J'y assisterai dans un coin de l'église, car tu peux être certain que je ne défilerai pas dans le cortège. Que penserait-on de moi en voyant ma mère reléguée dans un coin? Non, maman, faites un effort pour les réunions qui seront données à l'occasion de mon mariage, consentez apparaître. Après tout, aucun acte officiel ne vous sépare. Mon père et vous, c'est de bonne entente. Si je puis dire que vous avez convenu de vivre éloignés l'un de l'autre. Mon père est un galant homme. Et vous savez bien que s'il se retrouvait en face de vous, il serait plus que correct. Je veux le croire, mais ne tenterai pas l'expérience. Ton père t'ayant élevé, c'est lui qui doit figurer à ces réunions. Moi, je resterai dans les coulisses. Maman, n'insiste pas, Michel, tu devrais savoir que je ne reviens jamais sur une chose décidée. Madame Larmoisie a pris son expression de retrait, comme la qualifie son fils, la bouche serrée sur les dents, le menton retiré en arrière. Il comprend qu'elle ne cédera pas sur ce point. Il remarque, non sans amertume, votre rancune est plus forte que votre affection pour moi. Elle corrige. Non, pas ma rancune, ma dignité. Michel demeure un instant silencieux, puis j'espère que vous ne défendrez pas à Monique d'accepter l'invitation. Je n'ai rien à défendre à ta sœur, puisqu'elle est majeure. Mais j'imaginais que moi, m'abstenant, elle s'abstiendrait également. Elle n'a pas les mêmes raisons que vous, maman. Elle rencontre mon père sans déplaisir. Elle a une grande sympathie pour les Raquettes. Ce lui sera une joie d'assister au dîner de nos fiançailles. Il faut savoir sacrifier parfois le plaisir aux convenances. Les convenances n'exigent pas qu'elle refuse l'invitation. Tu trouves? Vivant chez moi, cependant, elle ne peut pas se solidariser avec moi. Se solidariser contre toi? Se solidariser contre qui? Contre quoi? Contre mon père ou contre moi? Les Raquettes ne vous ont pas fait injure en vous conviant. Il n'y a plus à discuter la chose.
tranche Madame Larmoisie d'un ton sec. J'ai refusé l'invitation pour ta sœur et pour moi. J'ai pu avoir tort. J'oublie toujours que Monique n'est plus une petite fille, mais ayant pris cette décision, elle ne saurait y revenir maintenant sans me désavouer, et je veux croire qu'elle ne le fera pas. D'ailleurs, la voici. Monique entrait en effet dans le salon, tout étonnée d'y trouver son frère en ce jour de semaine. Sa surprise devint une vraie joie quand elle apprit le motif de sa visite. Depuis longtemps, dès ce premier soir où les raquettes lui avaient été présentées, elle s'était aperçue de l'intérêt que Michel portait à Sabine. Elle avait remarqué l'importance qu'il accordait aux actes et paroles de la jeune fille, à ses moindres gestes, le souci qui montrait de lui être agréable et d'obtenir son approbation, les ruses qu'il employait pour se rapprocher d'elle, tout ce petit manège qui à la fois l'amusait et l'émouvait, n'avait pu lui laisser aucun doute sur les sentiments de son frère. Elle lui aurait applaudi si elle avait pu croire que Sabine y répondrait un jour. Mais justement, son ami ne témoignait à Michel qu'une bonne et franche camaraderie. Et Monique, tout en chérissant son frère et lui reconnaissant d'appréciables qualités, se demandait s'il était digne d'être aimé par une femme de cette valeur. Quand elle les plaçait en pensée l'un près de l'autre, il lui semblait y avoir disproportion entre eux. Sous la toise, Michel pouvait marquer 1 centimètre de plus. Elle, à cause de sa taille mince, semblait lancée, alors que lui paraissait petit. Elle avait physiquement une distinction que lui ne possédait pas. Moralement surtout, il n'était qu'un enfant à côté d'elle. Il n'avait ni cette maturité d'esprit, ni ce jugement aussi sûr, ni cette décision et cette fermeté qui caractérisaient Sabine. Ses visées étaient assez médiocre. Il n'aspirait qu'à un tranquille bonheur terrestre sans partager l'idéal très élevé, le sens chrétien de celle qu'il aimait. Monique craignait donc que son ami, peu pressé de descendre au niveau de Michel, ne refusait d'abandonner la haute sphère où elle planait et qu'elle s'y maintint en vouant sa vie aux heures sociales. Or voilà que ce mariage était sur le point de se faire. Monique s'en réjouissait à la fois pour son frère et pour elle-même. Toutes mes félicitations, Michel, je suis ravie. Sabine va devenir ma belle-sœur. Nous nous entendons si bien, elle et moi. N'est-ce pas, maman? Michel ne pouvait faire choix d'une femme plus accomplie et plus charmante. Je suis certain que bientôt, vous l'aimerez à nous rendre jaloux. J'en doute, répliqua Madame Larmoisie sans aménité. Je préférais par goût les jeunes filles d'allure moins décidées. Mon frère n'aura qu'à bien se tenir s'il ne veut pas être un chrysale dans son ménage. Sabine n'a rien de la femme prétentieuse ou pédante, protesta Monique. Non, mais c'est la femme qui sait ce qu'elle veut. Je te préviens que Michel l'amène ici demain pour goûter avec nous. Je ne pouvais moins faire, dit Madame Larmoisie, comme si elle se cherchait une excuse. Elle ajouta, Mademoiselle Raquette m'avait écrit pour m'annoncer l'événement et nous convier, toi et moi, au dîner de fiançailles. J'ai refusé pour nous deux. Vous avez refusé? Oui, il n'y a pas à y revenir. Mais pourquoi vous êtes tant hâté de répondre? Pouviez-vous m'en parler auparavant? Dit Monique suffoquée et prête à pleurer. Je n'ai besoin de consulter personne pour prendre une décision que je juge convenable. En quoi ne serait-ce pas convenable que j'assiste aux fiançailles de Michel? S'informa Monique qui n'était pas encore résignée. Madame Larmoisie ne trouva rien à répondre. Le douloureux étonnement de sa fille, les protestations et à présent le silence des approbateurs de Michel lui disait trop que sa décision avait été irraisonnée et malencontreuse. Elle en voulait plus à ses enfants de le lui faire sentir qu'elle ne s'en voulait à elle-même d'avoir agi sous l'impulsion de sa susceptibilité. L'expression assombrie, contractée, elle ne se mêla plus à l'entretien que le frère et la sœur soutinrent encore un instant, non sans effort. Michel, gêné et malheureux, prit congé et tenta, avant de partir, un mot affectueux. Dans l'avenir, maman, vous aurez 3 enfants au lieu de 2 pour vous entourer et vous chérir. Vous étiez déjà 2 à me blâmer. Vous serez donc 3 désormais.